Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Alors c'était le 24 octobre dernier, le Parlement européen approuvait un accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande après des années de négociations. Alors ce nouvel accord instaure la suppression totale des droits de douane sur de nombreux produits agricoles exportés en Europe par plusieurs milliers de tonnes chaque année. Alors sur des produits tels que le kiwi, les pommes, les oignons, mais aussi la viande ovine et bovine, donc la viande ovine le mouton, la viande bovine le bœuf, ainsi que le lait. Voilà, du lait néo-zélandais arrivant de 20 000 km et moins cher que le lait français se trouvera bientôt dans nos rayons. Et au même moment, on le sait, un agriculteur se suicide en moyenne tous les 2 jours en France. L'Union européenne est le 3e partenaire commercial de la Nouvelle-Zélande. Et cet accord s'annonce dévastateur. Alors, à travers l'Europe, la colère de nos agriculteurs n'a pas fini de gronder. Alors, comment faire entendre leur voix ? Comment sauver l'agriculture française et européenne ? Pour en parler ce matin, nous sommes notamment avec Pascal Pointu. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Corentin, meilleurs vœux. Meilleurs vœux, joyeuse année 2024 à vous. Je rappelle, vous êtes ancien vice-président du mouvement de la ruralité, puis vous êtes chroniqueur du jeudi sur notre matinale, ligne droite. Et puis nous sommes avec Gilles Le Breton. Bonjour Gilles Le Breton. Bonjour, meilleurs vœux à tous. Meilleurs vœux à vous, vous êtes juriste, député européen sous les couleurs du Rassemblement national depuis 2014 et puis vous siégez à la Commission de l'agriculture et du développement rural. Alors je voulais commencer avec vous, Gilles Le Breton, on l'a dit, donc en octobre dernier, votre parti, le Rassemblement national, s'était donc opposé à cet accord de libre-échange entre l'UE et la Nouvelle-Zélande et donc le Rassemblement national donc, a voté, en tout cas cet accord, l'ensemble des députés de la Commission de commerce international avait voté donc pour, avec 27 voix pour, 2 contre, 2 abstentions. Les 2 seules voix opposées, c'était celles donc, des députés français Thierry Mariani du RN et Raphaël Glucksmann. Alors, que dénonciez-vous dans cet accord en octobre dernier, notamment donc cet accord entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande ? Eh bien, on dénonce le fait que l'agriculture est une fois de plus traitée comme une variable d'ajustement par un traité de libre-échange. C'est-à-dire que, soyons clairs, pour permettre l'exportation des produits automobiles et chimiques, principalement allemands, vers des pays tiers, eh bien, en contrepartie, on accepte que ces pays nous livrent sans droit de douane toutes sortes de produits agricoles, au mépris d'ailleurs des règles environnementales, puisque ces produits ne respectent même pas nos règles environnementales européennes. Et puis il y a aussi évidemment une concurrence déloyale, parce que donc, on va parler du lait plus précisément, mais donc le lait de Nouvelle-Zélande sera beaucoup moins cher que le lait français. Oui, comme la plupart des produits de Nouvelle-Zélande, puisque dès lors qu'on ne respecte pas des règles qui s'imposent en Europe, forcément, les coûts de production sont moindres. Oui, donc notamment les règles qui ne sont pas les mêmes, c'est l'intensité, en tout cas c'est de l'élevage intensif, et puis c'est une autre manière en tout cas de faire du lait, une autre manière de faire de l'agriculture, qui n'est pas entre guillemets en lien, qui n'est pas en phase avec l'esprit en tout cas de l'Union européenne, la manière de faire l'agriculture en Union européenne. Oui, voilà, il s'agit en effet dans ces pays-là d'une agriculture moins vertueuse que la nôtre. Alors justement, Pascal Pointu, comment l'Union européenne peut laisser passer ça ? Parce que les intérêts de nos filières agricoles ne sont pas du tout pris en compte. On va parler du lait un petit peu plus précisément, mais on sait, le milieu agricole français manque de soutien, et pourtant, il y a ce genre d'accord, de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Comment vous l'expliquez ? Comment l'UE peut, à tel point, ne pas se rendre compte que... justement, ça va d'autant plus pousser nos agriculteurs vers la faillite. Oui, alors l'UE est un grand mot. Moi, je résumerai tout cela d'abord à l'Allemagne, la position de l'Allemagne, puisque la position de l'Allemagne à l'heure actuelle dans l'Union européenne est prédominante et la France est réduite à une portion congrue et juste invitée pour être là, mais qui n'agit pas et qui ne pèse en rien. Moi, je voudrais quand même féliciter le Rassemblement national pour s'opposer à de tels traités de libre-échange qui tueront de toute façon notre agriculture, sachant qu'en 1966, par exemple, le président de Gaulle s'était opposé vertement sur la PAC en appliquant la politique de la chaise vide à Bruxelles.
Donc, je ne vois pas du tout M. Macron faire de même pour soutenir notre agriculture quand nous avons quelqu'un qui ne pense que souveraineté européenne, alors que là, ce problème-là, c'est une souveraineté nationale, une souveraineté alimentaire nationale. J'en veux pour juste quelques chiffres. En 1979, nous avions 13 millions de têtes de ovines, moutons, 13 millions, donc qui étaient viande et lait. En 2013, nous sommes passés à 7 millions d'œufs et en 2017, nous sommes passés à 6 millions 9. Donc nous voyons bien qu'en 40 ans, nous avons perdu pratiquement 50% de nos têtes ovines, que le Rainbow Warrior de M. Mitterrand contre Greenpeace a coûté extrêmement cher aux éleveurs ovins, puisque dès lors, nous avons accepté que la Nouvelle-Zélande nous envoie des gigots surgelés, piqués de partout, et qui ne respectent aucune norme sanitaire, aucune norme de quelque ordre que ce soit. Et nous avons, en 2019, par exemple, nous avons déjà, la Nouvelle-Zélande a exporté 228 000 tonnes de produits dans l'Union européenne. Donc là, nous parlons de lait, nous parlons... Alors, je voudrais juste préciser, cher Corentin, que le lait néo-zélandais ne se trouvera pas dans les rayons de nos supermarchés. C'est du lait en poudre qui sera exporté. Donc, ce n'est pas du lait qu'on trouvera comme on trouve dans nos supermarchés pour soutenir nos filières laitières. Sauf que ce lait en poudre va servir pour la fabrication de gâteaux, de pas mal de choses, et donc va réduire encore une fois la production française. Et nous allons nous retrouver déjà que nous avons une filière laitière qui est en grande difficulté, et nous avons une filière ovine, parce que les Néo-Zélandais n'ont pas ce que nous avons, la spécificité française, qui est le loup. Le loup détruit jour après jour nos filières ovines, que ce soit dans les Alpes ou l'ours dans les Pyrénées, par exemple. Nous avons énormément de problèmes avec le loup, et les Néo-Zélandais ne sont pas inquiétés par ce prédateur. Donc eux, ils peuvent produire, tandis que nous reculons systématiquement, et nous sommes plus qu'à 34 600 éleveurs en France ovins, alors que nous avons 60 races ovines présentes en France. Donc nous nous retrouvons face à des jeunes agriculteurs, des jeunes éleveurs qui veulent se mettre à leur compte, qui sont tués dans l'œuf avant même d'avoir pu poser leur propre projet d'exploitation. C'est terrible ce qui nous arrive. Et qui ne se sentent pas évidemment soutenus par le gouvernement et encore moins par l'Union européenne. On va continuer cette table ronde sur cet accord de libre-échange, on le sait, entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, qui met donc notre agriculture en péril. Nous sommes avec Pascal Pointu et Jules Le Breton, mais je me tourne vers Adèle Rosner pour le bulletin d'actualité de 8h. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Alors, je voulais revenir avec vous, Gilles Le Breton. Je rappelle, vous êtes juriste, député européen du Rassemblement national sur cette commission de commerce international. C'est une petite trentaine de députés européens qui ont voté donc cet accord entre l'UE et la Nouvelle-Zélande, cet accord de libre-échange. Pourquoi la vie de nos agriculteurs, en fait, dépend de cette commission? Et vous-même, vous y siégez et pourtant, vous n'avez pas eu véritablement votre mot à dire sur cet accord. Oui, alors moi je siège dans la commission agriculture. Agriculture et développement durable. Voilà. Et le paradoxe, c'est que pour les traités de libre-échange, même pour la partie agriculture, c'est la commission du commerce international qui a la décision finale. Donc il est évident que si ça avait été la commission agriculture, les choses auraient été vraisemblablement différentes, puisqu'au sein de cette commission, on est quand même très nombreux, heureusement, à défendre l'agriculture. Mais attention, parce que au-delà de ces problèmes de commission, l'organe qui vote définitivement au nom du Parlement européen ce type d'accord, c'est l'Assemblée plénière, c'est le Parlement en session plénière. Et la date importante, c'est pas celle que vous avez indiquée, en fait, c'est celle du 22 novembre 2023, donc c'est très récent, séance lors de laquelle l'ensemble du Parlement européen, c'est-à-dire les 705 députés européens, ont ratifié l'accord. Et ça a été fait à une majorité écrasante, tenez-vous bien, de 524 voix contre 85. Oui. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire qu'en dehors du Rassemblement national et de ses alliés,
il n'y avait pas grand monde à prendre la défense des agriculteurs contre ce type de traité. Et sachez quand même que pour vous montrer le cynisme de nos adversaires, le commissaire actuel, c'est un Polonais, Wojciechowski, je pense qu'il fait ce qu'il peut, mais il est très très minoritaire au sein de la Commission. Mais son prédécesseur, l'Irlandais Phil Hogan, était beaucoup plus cynique, puisque à ma question sur le point de savoir si les traités de libre-échange étaient des variables d'ajustement, il m'avait répondu ceci en 2019, eh bien oui, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, rendez-vous compte. Voilà comment des commissaires européens traitent l'agriculture. Donc c'est évidemment inacceptable. Et moi j'en veux beaucoup au président Macron sur ce traité-là avec la Nouvelle-Zélande, parce qu'il était président de l'Union européenne au premier semestre 2022, et l'annonce de la signature a été faite, tenez-vous bien, le 30 juin 2022, le dernier jour de sa présidence. C'est dire qu'il a pas réussi à empêcher la signature de cet accord, et peut-être même encore pire, il a laissé faire. Donc là, il y a un double jeu qu'il faut quand même dénoncer, puisque d'un côté, il réclamait des clauses miroirs pour protéger notre agriculture, et de l'autre, il laissait en réalité les négociations avancer, alors qu'en tant que président français, il aurait très bien pu tout bloquer. Alors Gilles Le Breton, il y a aussi une hypocrisie européenne, c'est notamment sur les normes environnementales qui sont imposées par les États membres de l'Union européenne. Mais là, pour la Nouvelle-Zélande, pour cet accord entre l'UE et la Nouvelle-Zélande, toutes ces normes environnementales n'existent plus. Donc il y a une hypocrisie, c'est-à-dire qu'à la fois on impose des normes environnementales aux États membres, et puis pas pour la Nouvelle-Zélande, qui finalement, c'est comme si elle faisait, enfin c'est pas comme si elle faisait partie de l'UE, mais en tout cas d'un point de vue de l'agriculture, de cet accord de libre-échange, c'est comme si la Nouvelle-Zélande faisait partie de l'UE, en tout cas sans avoir à passer ces normes. Oui, mais ça n'est pas nouveau, hélas. L'Union européenne a signé déjà 12 accords de libre-échange. Et sur les 12, il n'y en a pas un seul, en fait, qui prévoit les fameuses clauses miroirs, c'est-à-dire qui impose le respect de nos propres règles à nos partenaires. Ça n'arrive jamais. Et même nos adversaires, ceux qui ont voté pour l'accord avec la Nouvelle-Zélande, vous expliqueront sans rire que celui-là est moins pire, si je puis dire, que les autres, puisque là, il y a quand même une clause qui prévoit l'obligation pour la Nouvelle-Zélande de respecter l'accord de Paris sur le climat. Mais c'est un leurre, en fait, parce que en appliquant cet accord, on va faire voyager à des tas de produits agricoles, principalement de la viande bovine, de la viande ovine et puis des produits laitiers. On va leur faire parcourir 20 000 kilomètres. Donc, le résultat sur le climat est de toute façon intrinsèquement catastrophique. Donc, vous voyez, c'est véritablement un leurre, mais c'est la première fois qu'on prévoyait ça. Alors, c'est terrible, on est face à une hypocrisie majeure, puisque plutôt que d'agir réellement contre ce type d'effet délétère de ces traités, eh bien, on préfère prévoir une clause qui, en réalité, n'aboutira à rien. C'est juste pour tromper l'opinion publique, il faut le dire clairement. Alors, Pascal Pointu, là-dessus, sur cette hypocrisie, notamment des normes environnementales, vous dénoncez régulièrement les escrologistes sur notre antenne. Là, c'est une escrologie de plus. Et oui, et surtout, je voudrais vous dire une chose. Les races ovines, hormis les qualités gustatives que nous avons, hormis les typicités que nous avons à nos territoires, les moutons sont un acteur incontournable de l'écologie en France. Je m'explique. Vous prenez par exemple chez moi dans le Puy-de-Dôme la brebis Rava, une race typique. Grâce à son pâturage, grâce au pastoralisme sur les pentes de la chaîne des Puys, nous avons pu recevoir le prix UNESCO de la chaîne des Puys. Le patrimoine est inscrit à l'UNESCO pour la chaîne des Puys. C'est grâce d'abord au travail des éleveurs qui font du pastoralisme, parce que la brebis Rava vient nettoyer les sols quand aucune possibilité humaine ou autre puisse exister. Donc nous avons quelque chose qui est extrêmement bénéfique à l'écologie, bénéfique en tout point pour lutter contre la forêt qui, d'année en année, gagne du terrain sur nos territoires, par le délaissement, par le fait que les éleveurs plient bagages parce qu'ils ne sont pas soutenus par leur propre pays, et donc nous avons la forêt qui avance d'année en année, et nous avons ces brebis qui sont chargées, par exemple, je prends aussi le cas de la lutte contre les incendies de forêt.
grâce au pastoralisme, par exemple dans la forêt des morts, si nous n'avions pas eu l'escrologiste qui était à la tête de la gestion de la forêt des morts, qui faisait verbaliser les éleveurs qui pratiquaient le pastoralisme dans la forêt des morts, nous aurions pu éviter des incendies de forêt. Et nous avons à l'heure actuelle énormément de villes qui font appel à des éleveurs ovins pour nettoyer des territoires qu'ils ne veulent pas mécaniser. Et donc nous nous retrouvons avec le pastoralisme qui a une double utilité. L'utilité d'abord de garder une filière ovine et de perpétuer des races anciennes, et aussi un problème écologique. Alors quand je vois que l'on va importer à 20 000 km de là de la viande ovine, alors que 47% de la viande ovine consommée en France provient d'élevage français. Donc nous allons exporter 53% de ce qui nous manque. Nous nous retrouvons donc devant une problématique totalement stupide. Quand j'entends les Irlandais défendre les accords de libre-échange, je comprends bien aussi le positionnement du Royaume-Uni qui fait rentrer de la viande congelée de Nouvelle-Zélande pour nous vendre ensuite de l'agneau anglais frais, irlandais, au prix fort. Donc, et nous, la France, comme d'habitude, on est au dernier rang, on laisse faire. Comme le dit très justement l'eurodéputé Monsieur Le Breton, que je salue ici, il faut absolument dire que Macron est un tueur de notre agriculture française et ne fait absolument rien pour défendre notre agriculture française, notre modèle d'agriculture, et surtout nous avons l'agriculture la plus sûre en matière de normes alimentaires, en matière de normes de médicamenteuses et ainsi de suite, et nous avons des éleveurs qui se battent au quotidien pour faire avancer. Donc, encore une fois, M. Macron est en train de mettre un coup de poignard dans le dos de nos éleveurs. Et je voudrais aussi rappeler à M. Macron que le programme Innovin, voté en 2014 par la France, un programme français pour défendre la filière ovine, va être là aussi sacrifié au bénéfice de l'Europe. Donc l'Europe, ça suffit. Comme disait le général de Gaulle, d'abord que l'on s'occupe d'abord de nos souverainetés avant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Défendons nos souverainetés alimentaires, défendons nos agriculteurs et ne laissons pas faire ces libres-échanges, sachant que des tribunaux supranationaux passeront au-dessus des tribunaux nationaux, donc la France n'aura même plus son mot à dire. Et ben voilà, justement, c'est Gilles Le Breton, justement cet accord entre l'UE et la Nouvelle-Zélande qui n'est pas encore en vigueur, il devrait l'être à la mi-2024 s'il est ratifié donc par la Nouvelle-Zélande. Alors tout semble à croire qu'il le fera. Alors l'accord avec l'Australie notamment, il y avait un accord avec l'Australie qui avait été enterré il y a un mois en raison de risques pour le marché européen. Alors est-ce que c'est déjà trop tard ou est-ce que vous pensez que c'est possible que cet accord finalement avec la Nouvelle-Zélande ne soit pas signé ? Ah ben non, j'ai bien peur qu'avec la Nouvelle-Zélande, hélas, toutes les instances européennes ont déjà ratifié. Le Parlement européen, on l'a dit, mais aussi le Conseil qui représente les États membres. Et là, je constate qu'au sein du Conseil, la France ne s'est pas élevée non plus contre cet accord. Donc ça veut dire qu'elle le soutient. Et donc là, on est maintenant entièrement dépendant de la Nouvelle-Zélande. Donc dans l'immédiat, malheureusement, comme vous le dites, courant 2024, ça va probablement entrer en vigueur. En revanche, on a parfois des succès, et comme vous l'avez dit, avec l'Australie, il y a eu tellement de mécontentement quand même de protestations qu'à défaut de réussir à faire couler le traité avec la Nouvelle-Zélande, on a quand même réussi à faire couler le traité avec l'Australie. Parce que quand on regarde les motifs de l'échec de la négociation, c'est bien de l'agriculture dont il s'agit. Les Australiens avaient des prétentions ahurissantes, et là, ça aurait été la mort de notre agriculture française, si on avait accepté ça. Et donc, poussé par le mécontentement populaire, je dirais que les négociateurs de la Commission ont reculé. Pourquoi ? Parce que les élections européennes approchent. Et ils savaient très bien que là, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau, un chiffon rouge qu'aurait sans doute retourné encore un peu plus l'opinion publique. Mais il faut se méfier.
L'accord avec l'Australie est enterré pour le moment, mais certainement il y aura des tentatives de la Commission de Bruxelles de le faire revenir sur la table après les élections européennes. Donc il faut faire très très attention. Mais là c'est un succès. C'est la preuve que quand le mécontentement populaire est suffisamment fort, quand les agriculteurs se mobilisent comme ils le font actuellement, eh bien, on peut faire reculer la Commission. Ça, c'est quand même un signe d'espoir pour l'avenir. Alors, mais justement, donc avec cet accord, on dit, en tout cas la communication de l'Union européenne, c'est de dire que les exportations de l'Union européenne vers la Nouvelle-Zélande pourraient tout de même augmenter d'un montant de 4,5 milliards d'euros par an. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un bénéfice tout de même pour l'agriculture française, si je peux me faire l'avocat du diable ? Alors, ça dépend. Faudrait distinguer les secteurs. Il y a un secteur qui va être gagnant, c'est le vin. Le vin, les spiritueux, là, à coup sûr, sont des secteurs qui vont être gagnants. Mais en revanche, tout ce qui est élevage, notamment bovin, ovin, produits laitiers, ça va être la catastrophe. Il faut le dire clairement. Et donc, nous, notre analyse en commission agriculture, c'était que le jeu n'en valait pas la chandelle. Il y avait beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. En réalité, les vrais avantages, ça sera pour les services financiers, les banques, etc., qui pourront plus facilement investir la Nouvelle-Zélande. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, les produits automobiles et chimiques allemands, puisque l'Allemagne est à la manœuvre derrière tous ces accords. C'est l'Allemagne qui pousse constamment. D'ailleurs, l'Allemagne était encore en train de pousser ces dernières semaines pour essayer de conclure l'accord avec le Mercosur, malgré les inconvénients, là encore, qui auraient été très très grands pour nos agriculteurs. Parce que l'Allemagne a fait le choix de ne pas défendre sa propre agriculture, mais de défendre prioritairement son secteur industriel, et principalement, je le répète, automobile et chimique. Alors, Pascal Pointu, je vous vois hocher la tête. Eh oui, non, mais comme je disais tout à l'heure en préambule, effectivement, c'est toujours l'Allemagne. Alors moi, je voudrais quand même poser une question. Combien de pourcentage représentent les marques françaises automobiles en Nouvelle-Zélande ? Je pense qu'on doit flirter entre le 0,0001%. Quand les Allemands, qui ont très bien compris qu'en contournant, puisque ils ont obligé les constructeurs européens et l'Union européenne à sortir du thermique, vont pouvoir vendre des voitures thermiques en Nouvelle-Zélande avec ce que l'on connaît de l'industrie automobile allemande qui est assez performante et qui a une image de marque mondiale, BMW ou Audi ou Mercedes. Et quand on voit que nous, pauvres Français, je ne sais pas si nous avons beaucoup de Renault Clio ou de Citroën qui sont vendus en Nouvelle-Zélande. Ce qui est sûr, c'est que ça va permettre déjà aux Allemands de pouvoir contourner les ventes de véhicules thermiques, puisque la Nouvelle-Zélande n'est pas soumise au diktat des Allemands sur la voiture électrique. Et donc, ils vont pouvoir quand même finir de vendre leur moteur thermique aux Néo-Zélandais, quand nous, pauvres Français, on arrivera tout juste à vendre peut-être un boulon de roue fabriqué dans nos usines, et encore, c'est même pas sûr, puisque c'est même pas de l'acier français. Donc, aujourd'hui, je me rends compte d'une seule chose, c'est que l'Allemagne a pris une part prédominante sur l'Union européenne, et ça, malheureusement, j'en suis plus qu'amer, parce que le rôle de la France, c'était quand même de prendre la place libre qui était laissée par l'Angleterre, et d'avoir un point de force sur l'Union européenne. Et je me rends compte, comme d'habitude, dans le en même temps de M. Macron, que M. Macron s'efface sur beaucoup de choses, puisque c'est un européiste convaincu et qu'il lutte d'abord contre la France avant de lutter pour la France. Donc là, le problème, il est toujours le même, c'est que M. Macron, après nous avoir dit qu'il n'y avait pas de culture en France, nous explique lors de ses vœux qu'il y a une culture française, et quand il n'y a plus d'agriculture française, nous dit qu'il faut revenir à une souveraineté nationale. Donc M. Macron devrait d'abord se taire, et j'espère bien que les élections européennes du mois de juin vont lui rappeler que dans le en même temps, la première des choses que les Français veulent, c'est de ne plus avoir M. Macron. Voilà.
Alors, justement, vous avez parlé de souveraineté nationale, Pascal Pointu. Gilles Le Breton, ça me fait penser évidemment à la souveraineté alimentaire. En tout cas, c'est ce que prône, c'est une des solutions du Rassemblement national. Vous pensez qu'une souveraineté alimentaire à l'échelle nationale ou même européenne est possible ? Ah ben oui, bien sûr, c'est possible. Mais pour que ça soit possible, encore faudrait-il lutter contre les traités de libre-échange. Donc, on a beaucoup de pain sur la planche. Mais oui, il faut le faire. Alors, on vient de voir avec l'exemple de l'Australie qu'on peut gagner quand on pousse suffisamment fort. Donc, effectivement, il faut le dire, le résultat des prochaines élections européennes va être très important parce que si les partis, disons, qui sont favorables à cette souveraineté alimentaire, eh bien, sont suffisamment forts, ils seront en mesure de l'imposer. L'enjeu est très clair, ça sera fini, ce genre de traité de libre-échange, il n'y en aura pas d'autres. Donc, vous voyez que ce serait quand même un résultat très appréciable. Mais oui, bien sûr, c'est possible. Et encore faudrait-il voter des textes aussi au niveau européen qui le rendent possible, puisque l'Union européenne est une réalité, il faut en tenir compte. Mais je vous donne un exemple, il y a eu... récemment un texte qui a été voté sur la taxe carbone. Et au début, on était assez satisfait puisque ce qu'on avait compris, c'est que ça permettrait de taxer aux frontières les produits non européens qui entrent chez nous et qui ne respectent pas nos normes environnementales. Donc, ça aurait été une façon de rétablir un semblant de concurrence loyale. Et en réalité, le texte qu'on a réussi à voter, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que ce qui va être taxé aux frontières, c'est les matières premières. Par exemple, l'acier qui va entrer chez nous pour construire nos automobiles, alors que les produits finis, exemple les automobiles chinoises, eh bien, ne seront pas taxés. Donc, on a réussi à faire une sorte de protectionnisme à l'envers. Donc, c'est sûr qu'en agissant comme ça, on n'est pas prêt de reprendre notre souveraineté dans quelque domaine que ce soit. Donc, il faut aussi être lucide. Il y a une majorité à la manœuvre en ce moment au Parlement européen, avec l'accord, malheureusement, de la majorité des États membres, qui fait exactement l'inverse que de protéger notre souveraineté, qu'elle soit d'ailleurs nationale ou européenne. Mais nous, évidemment, Rassemblement national, on est favorable à ce qu'il y ait une souveraineté nationale, et notamment en matière agricole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire qu'on est contre la PAC. On peut tout à fait admettre une politique agricole commune, mais à condition qu'elle respecte les marges de manœuvre des États. Et alors moi, j'étais l'un des négociateurs de la PAC qui est entrée en vigueur en 2023, et c'est ce qu'on avait commencé à essayer de réaliser, puisque la grande nouveauté de la nouvelle PAC, c'est que chaque État peut développer son propre plan stratégique national. Donc ça, c'était un très bon signe. Bon, après, évidemment, on n'est pas au pouvoir, donc c'est pas nous qui déterminons le contenu, malheureusement, de ces plans. Mais l'outil était là, en tout cas. C'était un outil de souveraineté nationale. Et justement, donc il y a un projet de loi en tout cas proposé par le ministère de l'Agriculture. C'est en 2024 et elle commence donc à être examinée en ce moment même. Elle devra être présentée d'ici quelques semaines à l'Assemblée nationale, avec pour objectif d'être adoptée donc avant l'été. Et donc elle veut notamment réconcilier, je cite, réconcilier agriculture et société en retissant donc des liens, notamment la mise à disposition de stages dès le collège pour découvrir le monde agricole. Est-ce que vous pensez, Pascal Pointu, que c'est une bonne initiative, c'est un bon pas, c'est assez ambitieux, ou alors finalement c'est encore quelque chose, un enfumage macronien pour justement, alors que on le sait, beaucoup de choses se passent finalement au niveau supranational, au niveau des instances européennes. Et, comme d'habitude, ça c'est uniquement fait dans le en même temps, c'est-à-dire c'est pour essayer de rassurer une population rurale. Ce sont des mots qui ne veulent absolument rien dire. Moi, j'aurais bien voulu, par contre, entendre beaucoup plus d'implication de la part de l'État sur les maisons familiales et rurales. Ces vrais acteurs de l'éducation rurale, de la découverte des métiers, de l'agriculture et de l'environnement. Je ne parle pas de l'écologie. L'écologie, c'est les escrologistes qui en parlent le mieux. Mais de l'environnement. Donc, quand nous avons les maisons familiales et rurales qui sont un peu partout essaimées sur notre territoire, à peu près dans toutes les régions, dans tous les départements, j'entends pas du tout là le ministre de l'Éducation nationale ou même le ministre de l'Agriculture, qui au demeurant me semblait à peu près crédible et qui de mois en mois s'aplatit lui aussi. Malheureusement, ce n'est pas en retissant, comme vous dites, des liens avec une jeunesse et l'agriculture, c'est d'abord de donner des signes convaincants à nos agriculteurs
que l'État français est là pour les soutenir. Et force est de constater que nous sommes dans l'inverse à l'heure actuelle, puisque filière après filière, nous voyons bien que chaque agriculteur, chaque éleveur est attaqué. Quand on veut retisser des liens, on ne fait pas ce qu'a fait M. Darmanin, s'effacer face aux escrologistes sur Déméter, la cellule Déméter qui démantelait la gendarmerie nationale, qui démantelait tous les abrutis qui vont dans les fermes pour espionner la vie de la ferme, comme les délinquants de L214. Donc, on voit bien qu'à l'heure actuelle, Déméter est complètement retourné, ce qui fait que nous avons des vols continuels de GPS, notamment par des mafias des pays de l'Est, et que nous ne pouvons pas lutter parce que les astrologistes et les antispécistes, ceux qui luttent contre l'agriculture française, ceux qui luttent contre nos filières d'élevage, ont pris le dessus sur la raison. Donc, avant de faire des grandes phrases, occupons-nous d'abord du quotidien, défendons nos agriculteurs, défendons nos éleveurs, et ça ne sert à rien de nous faire un paquet cadeau en nous disant que nos gamins iront voir demain ce qui se passe dans les fermes, quand nous avons l'éleveur Verschuer dans l'Oise qui a été condamné à 106 000 € parce que son voisin estimait que le tas de fumier sentait mauvais, et ainsi de suite. Moi j'étais à l'initiative de la loi avec Pierre Morel à l'huissier pour sauvegarder nos paysans, nos territoires ruraux, pour lutter contre ceux qui font des procès à l'américain contre notre agriculture, contre les vaches et contre les cloches qui sonnent. Donc, que M. Macron se taise, qu'il s'occupe de défendre comme il doit se faire, et ensuite on verra bien si notre jeunesse a envie de partir dans l'agriculture ou pas. Pour le moment, rien ne peut sécuriser ce projet-là, puisque le président de la République lutte contre l'agriculture française en prônant une souveraineté européenne. Et bien alors justement, Gilles Le Breton, très vite là-dessus sur ce projet de loi du ministre de l'Agriculture, et puis après, puis on va conclure sur votre dernière intervention. Oui, mais je suis de l'avis de M. Pointu, c'est un leurre, c'est un effet d'annonce parce qu'on est juste avant les élections européennes, que M. Macron sent bien que les choses vont mal pour lui et donc il essaye de se refaire une virginité. Mais s'il était vraiment sincère, il se serait opposé au traité avec la Nouvelle-Zélande, vous comprenez ? C'est bien joli de faire des grands discours, de dire qu'on veut retisser les liens entre la société et l'agriculture, mais quand dans ces actes on fait exactement l'inverse, qu'on isole les agriculteurs en les affamant par des traités de libre-échange qui desservent totalement leurs intérêts, eh bien on n'est pas crédible. Écoutez, merci Gilles Le Breton. Je rappelle, vous êtes juriste député européen du Rassemblement national depuis 2014. Et puis merci à vous Pascal Pointu. On vous retrouve jeudi pour une nouvelle chronique. Merci à tous les deux.